Bonjour à toutes et tous. La Cité internationale lance un nouveau cycle de rencontres débats en ligne qui s'intitule La BD dans la Cité, en partenariat avec l'hebdomadaire Le Point. Et ce cycle réunira des autrices ou auteurs de bande dessinée avec des acteurs du débat public, notre ambition étant de mettre en valeur la contribution croissante de la bande dessinée au débat d'idées. Pour inaugurer ce nouveau cycle, nous sommes vraiment très heureux de rassembler l'ancien président de la République François Hollande et le dessinateur Mathieu Sapin pour traiter de la représentation du pouvoir dans la bande dessinée. Mathieu Sapin a publié 4 albums qui traitent de cette représentation du pouvoir et de la vie politique. Il a commencé avec Campagne présidentielle en 2012 chez Dargaud, où il a suivi le candidat Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012. Le Château en 2015 chez Dargaud également, qui fait suite à une immersion pendant 1 an à l'Élysée. Comédie française plus récemment, à l'automne 2020, qui raconte sa rencontre avec le président Macron et pour tout dire avorté. Et puis le tout dernier qui est sorti en mars dernier chez Dupuis, Héros de la République, qui est le premier tome d'une nouvelle série, Le Ministère secret, où François Hollande fait équipe avec Nicolas Sarkozy pour sauver la France dans un scénario de Johann Sfar, une bande dessinée absolument hilarante, loufoque, rocambolesque, qui est formidable. Monsieur le Président, Mathieu Sapin, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Président, vous êtes un peu un cas unique dans la bande dessinée, puisqu'il y a 4 albums de Mathieu Sapin qui vous mettent en scène. Donc je crois que c'est un point vraiment très très frappant. Et pour commencer, je sais que vous lisez la bande dessinée, je sais que vous l'aimez. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente dans la société française? Qu'est-ce qu'elle raconte de la société française? La bande dessinée, elle est un élément de la société française. À la fois un regard qui est porté sur elle, et aussi une société qui se projette à travers une bande dessinée. Nous avons tous été élevés avec des bandes dessinées. Enfin, moi, pour ce qui me concerne, c'était au temps de Pilote, et donc une génération de dessinateurs et d'auteurs qui vont inonder ensuite le marché de la bande dessinée. Puis ensuite, il y a eu des évolutions, j'allais dire, plus burlesques, quelquefois plus contestatrices que celles que je viens de décrire, et qui a voulu aller aux marges, aux franges, pour essayer de comprendre les mouvements qui pouvaient bouleverser notre société. Et c'est ce qui m'a intéressé aussi. Puis après, il y a la bande dessinée plus politique, qui a toujours eu sa place. Je me souviens d'une bande dessinée qui avait été publiée avant 1981, qui s'appelait Le songe d'Athalie, comme Jacques Attali, et qui était la description, mais presque effrayante de ce qui allait se produire si la gauche l'emportait. Donc il y a toujours eu une utilisation par les grands mouvements politiques de la bande dessinée. Et moi-même, j'y suis arrivé, puisque n'étant plus président, non pas que j'écrive des livres de bande dessinée, mais j'ai utilisé l'illustration, ce qui n'est pas tout à fait la bande dessinée, pour faire passer un certain nombre de messages. Parce que c'est vrai que c'est ce qui fait la force du dessin de presse, mais aussi de la bande dessinée, c'est qu'à un moment, elle est beaucoup plus éloquente que tout discours qui vient parfois embrouiller les esprits. Alors, Mathieu Sapin, comment vous est venue cette première idée de suivre François Hollande quand il était candidat en 2012 je crois que Quai d'Orsay n'a pas été totalement étranger à cette... Est-ce que vous pouvez nous expliquer les origines de cette démarche? Moi-même, j'en suis surpris encore aujourd'hui de voir tout ce parcours de bande dessinée, d'observation politique que j'ai pu créer, parce que avant ça, je faisais des bandes dessinées plutôt pour enfants, plutôt humoristiques. Et l'idée est venue parce que je venais de terminer une BD sur l'IB, sur les coulisses de l'IB, et c'est à la rédaction du journal qu'ils m'ont demandé naturellement quel était mon prochain sujet. Et on était en 2011, et donc c'était un peu la thématique que tout le monde avait en tête, c'était la campagne présidentielle. Donc j'ai dit ça comme ça, sans trop réfléchir à ce que ça impliquait de suivre une campagne. Et donc moi, je connaissais très peu la politique de terrain. Je m'intéressais comme ça, comme tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est que quand je suivais Libération, j'avais été voir un meeting de François Hollande, qui était, je crois, c'était à Clichy. Et donc on était très tôt, c'était vraiment... C'était le premier meeting pour les primaires du Parti socialiste. Ouais. Donc on est vraiment à
tout début d'automne 2011. Voilà. Et donc, à cette époque, la situation est encore très, très ouverte. Et je n'imagine pas du tout ce qui va suivre pour François Hollande et pour moi. Mais donc, les choses se sont faites c'est un peu les hasards des rencontres. Mais quand la campagne a vraiment démarré de façon plus intense, j'ai tenté comme je pouvais de joindre l'entourage, ce qu'on appelle l'entourage du candidat. Donc, en l'occurrence, comme je m'y suis pris très tôt, il y avait une équipe de communication qui était encore au tout début. Donc, il y avait Manuel Valls qui s'occupait de la communication et puis son directeur de cabinet qui était Christian Gravel, à qui j'ai demandé. Et comme je pense que ma demande était un peu incongrue, ils se sont dit pourquoi pas. Ils m'ont fichu la paix. Et voilà. Et au début, j'avais quelques accès comme ça, j'essayais tant bien que mal. Et puis mon album, Campagne présidentielle, raconte à la fois la trajectoire du candidat qui va vers l'élection et qui, scoop, ça se passe bien pour lui, mais il y a aussi ma trajectoire à moi qui essaye de me rapprocher le plus près possible pour pouvoir relater, raconter ça. Et ça se passe bien pour moi aussi puisque je me retrouve au premier tour et au second tour dans le bureau à Tulle du candidat et du désormais président. Alors, Monsieur le Président, pourquoi avez-vous accepté, alors, il y a eu campagne présidentielle, mais il y a eu aussi le château, où là, c'était un dispositif un peu inédit, puisque Mathieu Sapin a passé plus d'une année dans les coulisses au sein de l'Élysée. Pourquoi avoir accepté et aussi facilement, d'une certaine manière? Comment l'expliquer? Alors d'abord, des films sur une campagne présidentielle, ou même sur les premiers pas d'une présidence, il y en avait déjà eu même beaucoup. Et ils étaient, à mon sens, assez formatés et assez peu mystérieux quant à leur possible révélation pour le public de ce qui est une campagne ou de ce que peut être un lieu de pouvoir comme l'Élysée. La bande dessinée permet d'avoir une présence finalement assez discrète, celle de Mathieu Sapin, et pas le poids d'une caméra. Et donc pas de regard qui paraissent intrusifs. C'est ça l'erreur d'ailleurs. Donc Mathieu avait réussi à se mettre tout près et assez loin. Tout près pour tout voir et suffisamment loin pour ne pas être vu. Ce qui fait qu'il était devenu un élément, je n'ose pas dire un meuble, mais un élément d'abord de la campagne, puis après de l'Élysée. Vous voyez que les meubles ont quelquefois des visages humains et peuvent sortir de l'Élysée. Moi, je me rappelle qu'il y a des gens qui travaillaient à l'Élysée qui, au bout d'un certain temps, me croisant dans un couloir, alors en plus c'était dans les sous-sols, me demandaient « mais tu travailles dans quel service en fait. Faisait partie des équipes. Et ça, c'est la force de Mathieu, c'est-à-dire d'être capable de s'immerger pleinement tout en restant indépendant et lucide sur sa position et en pouvant croquer ce qu'il voyait. Alors c'est pour ça que j'avais accepté, à mes risques et périls, qu'après une campagne réussie, et pour lui et pour moi, il puisse y avoir un nouveau travail sur la vie à l'Élysée, précisément la vie à l'Élysée. Ouais. Et il s'est tellement inséré qu'à un moment, j'ai pensé qu'il allait même s'installer. Puis finalement, il en est sorti comme moi. Alors, qu'est-ce que, à la fois la campagne présidentielle et le château, qu'est-ce que ça a dévoilé que vous n'aviez pas autant perçu, que vous n'aviez peut-être pas identifié dans la vie? Alors, c'est une véritable centrifugeuse, hein, l'Élysée. On voit que ce tourbillon, les crises, les différentes, les événements inattendus, les déplacements. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont particulièrement frappé? Ce qui, moi, m'intéressait, n'était pas tellement le regard que Mathieu portait sur moi-même, même si je suis lucide et que je savais exactement ce que je devais penser, mais c'est le regard qu'il portait sur l'environnement, sur les autres, sur la machine elle-même, sur le fonctionnement de l'État, autant qu'il pouvait le voir. Donc c'était moins un témoignage, je ne lui demandais pas de faire la chronique, comme on pouvait l'imaginer il y a des siècles, chronique d'une présidence ou d'un pouvoir. Mais là, je lui demandais, il faisait ce que moi je trouvais le plus intéressant d'un point de vue de lecteur,
même si j'étais aussi acteur de son œuvre, si je puis dire, c'est qu'il pouvait me laisser découvrir tout ce que, autour de moi, on pouvait tenter de me cacher. Ah oui. Je me souviens d'un commentaire après la publication où vous m'avez dit j'ai ri en le lisant, parfois jaune. Oui, parce que rire est quand même le bon principe pour une BD. Jaune, de mon point de vue, parce que c'était pas toujours ce que je souhaitais voir comme image du pouvoir, comme aussi esprit d'équipe, parce que l'Élysée c'est aussi ça, ou comme conception même de l'action. Bon, mais il faut accepter. À aucun moment, Mathieu Sapin pourra en témoigner, moi je n'ai voulu voir les premières planches ou vérifier ce qu'on pouvait éventuellement retracer de ce parcours. Mais j'ai toujours souhaité, ça m'a parfois valu quelques critiques ou même quelques effets pas toujours heureux, j'ai toujours voulu ouvrir la maison Élysée, faire en sorte que l'exercice du pouvoir ne soit pas confisqué et que les Français ou les lecteurs puissent avoir une image plus humaine de ce qu'était l'action présidentielle. Alors, dans Comédie française, vous dites, Monsieur le Président, que vous trouvez que l'Élysée est un lieu très normé, très réglementé, très protocolaire. Est-ce que ça vous a pesé, ce décorum, ce côté un peu corseté? Est-ce que, bon, on sait que dans les pays du Nord, il y a peut-être moins de protocoles. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer de votre point de vue? Oui, ce qui est pesant, c'est le protocole, le lieu lui-même qui est lourd. Hein. Les règles qui doivent présider, heureusement, quand même, à l'exercice de l'État. Et donc, l'enfermement aussi dans lequel le président est nécessairement, compte tenu des problèmes de sécurité ou compte tenu tout simplement qu'il ne peut pas se déplacer comme un citoyen comme les autres. Moi, j'ai, vous savez, voulu qu'il y ait une présidence normale au sens où elle devait être la plus humaine possible, la plus proche, tout en gardant son côté prestigieux, parce que ça, c'est un élément sur lequel j'ai été amené à réfléchir très tôt quand j'étais jeune conseiller auprès de François Mitterrand. J'étais parfois surpris qu'il ait gardé tout le protocole. Et je l'ai mieux compris en étant moi-même président. Ça fait partie de la fonction. Il faut qu'elle ait aussi son prestige quand on reçoit des chefs d'État étrangers, qu'elle ait aussi sa part d'autorité quand il y a des décisions à prendre, que le lieu lui-même n'est pas sacré, mais il doit rester exceptionnel pour les Français qui peuvent le visiter. Si c'est un lieu banal, un bureau ordinaire, quel rapport les Français peuvent-ils avoir avec le pouvoir ou la politique? Mais autant il faut garder la majesté des lieux et de la fonction qui est celle de l'autorité et de la décision, autant celui ou celle qui l'exerce doit faire preuve d'humanité, de simplicité, ce qui n'est pas toujours facile. Et moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que le lieu est très tourné vers lui-même, c'est-à-dire vers la cour de l'Élysée, vers le centre, et très peu vers l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut-être aussi est préjudiciable, parce qu'il n'y a pas, comme dans d'autres endroits, un espace extérieur où on pourrait avoir un dialogue avec... je pense à la Maison Blanche, par exemple, où les gens peuvent venir protester devant ou se montrer. Et ça, c'est quand même très caractéristique du palais de l'Élysée, qui n'a pas été pensé d'ailleurs pour ça. Il y a une rue relativement étroite devant. Enfin, et c'est assez étonnant. L'Élysée, c'est un lieu où il n'y a pas de bruit. Alors que vous avez d'autres lieux de pouvoir, Matignon ou des ministères, où il y a forcément une agitation, une présence importante de public ou de visiteurs. À l'Élysée, chacun marche presque en évitant de faire que les graviers puissent laisser penser qu'il y a une trace humaine, il faut faire le tour, passer par le... J'ai essayé de changer ça, leur dire mais non, vous savez, il y a du gravier, vous pouvez marcher dessus, c'est pas interdit. C'est comme la pelouse du parc, je disais au personnel, vous avez le droit d'y aller. Vous pouvez aller vous promener aussi. C'est pas un lieu où le parc ou qui doit être uniquement pour
le bon plaisir du président. Ça, c'est quelque chose de très particulier pour la présidence de la République et qui, moi, m'a parfois amené à chercher à sortir. Comme les manifestations, alors quand il y avait les manifs contre le mariage, j'entendais, puisque c'était pas loin des Champs-Élysées, pas loin des Invalides, j'entendais le bruit, mais je ne les voyais pas. Or, ça fait partie aussi de ce que doit être une manifestation, être vue. Et je ne la voyais pas de l'endroit où j'étais. Je l'entendais quand même. Mathieu Sapin, donc campagne présidentielle, l'immersion à l'Élysée, vous continuez à fréquenter les cercles de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez mieux perçu de l'exercice du pouvoir? Qu'est-ce que vous en retenez fondamentalement? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une personne derrière une institution, derrière une fonction, derrière un rôle. Et moi, j'utilise beaucoup l'humour parce que ça m'est naturel, mais c'est ça qui m'a intéressé, en tout cas, et qui m'a été confirmé. C'est justement tout ce qui fait l'humain, avec ses défauts, avec aussi ses moments plus positifs, mais de montrer comment une personne va pouvoir réagir à des crises, à des moments de tension, etc. Parce que je pense que ce qui m'a intrigué là-dedans, c'est que moi-même, jamais je ne pourrais faire un truc pareil, c'est-à-dire être dans cette situation de pouvoir, parce que c'est une énorme pression permanente qui ne s'arrête jamais et qu'il faut quand même avoir le goût pour ça. Moi, je dis souvent que les hommes politiques, à un certain niveau, sont quand même... je reprends dans mon livre de comédie française une phrase de Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit, s'incluant elle-même, qu'il faut quand même être... faut pas être... ça demande quand même un grain de folie. Et je pense que c'est ça qui m'intrigue encore aujourd'hui. Comment ça se passe quand on choisit de faire ça. Mais ce qui me rassure aussi, c'est que c'est des êtres humains et qu'ils ont... j'aime bien montrer ça, montrer les moments de faiblesse, les trucs qui ne marchent pas, les trucs qui... Voilà. C'est l'imprévu qui est toujours finalement le plus délicieux dans une vie et dans une BD. C'est-à-dire que tout est huilé, puis il y a un moment où ça va se gripper. C'est là qu'il faut être témoin de ça. C'est ce qui fait sourire, bien sûr, quand ça ne se passe pas comme c'est prévu. Ni une campagne, ni une présidence, ni un acte de communication. C'est pour ça que la présence de Mathieu Sapin était tout à fait importante, y compris sur le plan de l'information citoyenne. Qu'on voit que c'est pas aussi mécanique qu'on l'imagine. Oui, que tout n'est pas planifié, qu'il n'y a pas... Ça rassure quelque part, je trouve. Dans Héros de la République, donc le dernier opus de Mathieu Sapin avec Johann Sfar au scénario, donc qui est cette bande dessinée extrêmement drôle, rocambolesque, voire loufoque. Vous faites équipe avec Nicolas Sarkozy pour sauver la France. Moi, j'y ai lu vraiment un hommage à la fonction présidentielle. Il y a quelques caricatures donc, qui sont très drôles. Mais est-ce que vous avez ressenti aussi cet hommage à la fonction présidentielle, avec cette symbolique qui est très forte dans l'album? Oui, j'ai ressenti combien il était important d'être un ancien président de la République, puisqu'il y avait un rôle qui était enfin révélé, celui de pouvoir être utilisé pour sauver la République. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que les personnalités qui ont dirigé la France laissent une trace dans les mémoires, et dont on aurait envie que ça puisse se prolonger. Pour ça que mon association avec Nicolas Sarkozy, qui n'est quand même pas évidente a priori, peut trouver finalement une justification. Donc j'ai lu avec intérêt la bande dessinée, en me disant que je devais faire un acte d'entraînement, compte tenu de ce qui m'était demandé dans cette bande dessinée, pour être au service de la France. Et encore, c'est pas fini, hein. Il y a une suite qui arrive là. Parce qu'il faut affronter des monstres. J'en ai connu, des monstres. Mais ceux-là sont quand même d'une très grande méchanceté. Quel rapport vous avez avec les caricatures qui ont pu être faites de vous? Est-ce que, ça fait partie de la fonction, bien sûr. Est-ce que aussi il y a un aspect enrichissant, c'est-à-dire qui permet d'éclairer les choses? D'éclairer sur sa propre image, son propre caractère. Oui. Oui, quelquefois. On trouve toujours une caricature injuste, surtout si elle est drôle.
plus elle est drôle, plus elle est injuste, puisque elle va faire sourire à votre détriment. Mais elle est tellement vitale, la caricature, elle est tellement, quand elle tombe juste, tellement stimulante, d'une certaine façon. Là où je trouve que, quelquefois, il y a un défaut, c'est quand elle est répétitive. Quand finalement, c'est toujours le même trait qu'on met en évidence. La bonne caricature est celle qui va révéler quelque chose qui n'a pas encore été connu ou souligné. C'est pas simplement de montrer la même chose ou le même défaut ou la même caractéristique corporelle, si vous voulez. C'est ça. Et c'est ça que Mathieu Sapin a réussi, c'est-à-dire à mettre à jour, pas forcément là où on était déjà informé. Oui, mais ça, c'est parce que aussi, moi, je tiens beaucoup à dessiner d'après nature. Et souvent, les caricatures sont d'après des caricatures. C'est une caricature de caricature, de caricature. Et c'est vrai que quand on a l'occasion de pouvoir dessiner et observer le motif directement, c'est autre chose. Mais après, c'est vrai qu'être caricaturé, c'est aussi quelque part valorisant, parce que quand on ne l'est pas, on se dit, bah mince, pourquoi, enfin, quand on est homme politique, pourquoi pas moi? C'est-à-dire que je pense que tous les hommes politiques, à un certain niveau, ont été caricaturés et sont... voilà, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que c'est une tradition française aussi. Et je crois, dans votre bureau, il me semble qu'il y avait une caricature de vous, de quelqu'un de l'équipe de Charlie, je ne sais plus. Oui, de Cabu. De Cabu, oui. Ouais. Plantu a été longtemps celui qui, à la une du Monde, vous faisait entrer dans le domaine finalement très privilégié de ceux qui étaient caricaturés. Car comme le dit Mathieu Sapin, le pire, c'est que quand personne ne se moque de vous. Et donc là, la première fois que j'ai été dans un dessin de Plantu, même si ce n'était pas forcément à mon avantage, je me suis dit, bon, ça y est, je peux être candidat à la présidence de la République. Et voilà, et ce que moi j'apprécie dans le trait de Mathieu, c'est que il fait bien apparaître les étonnements, les surprises, ce que j'appelle les imprévus, là où on est un peu décontenancé, où c'est pas forcément ce qui avait été imaginé, des situations aussi un peu inédites. J'aime beaucoup moi le passage où on est en avion et où lui-même est malade. Et donc là, comme j'ai vécu cette scène, c'est la caricature du caricaturiste. Donc là, on est finalement dans la même famille. Souvent, on me demande si c'est vrai. Hein. Et je dis, mais non, pourquoi j'inventerais un truc pareil? C'est vrai. C'est vrai que vous invitez quelqu'un dans un avion présidentiel. Et d'un seul coup, celui qui, théoriquement, est là pour restituer la scène, finit par la quitter et se réfugier dans les toilettes. Bon, voilà. Donc, c'est pour moi aussi. Donc, dans le dessin, je suis moi-même surpris. Monsieur le Président, pour terminer, j'ai une question un peu personnelle, mais qu'est-ce que ça change d'être président de la République fondamentalement? Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Qu'est-ce qu'on apprend sur le monde? Alors, je vais rester dans le domaine finalement de la bande dessinée. D'avoir été suivi depuis aussi longtemps par Mathieu Sapin me permet de voir quels sont les changements qui ont été finalement apportés à ma propre personne. Et c'est vrai qu'on n'est pas le même quand on sort de l'Élysée par rapport à la personne qui y est rentrée. Qu'est-ce que ça change? C'est la gravité du monde. C'est la lourdeur du monde. Quand j'étais candidat, on a cette force de penser qu'il faut être capable de changer profondément le monde. Et c'est vrai qu'il faut avoir cette détermination et puis surtout cette espérance. Bon, après, on le porte, la France, l'Europe, le monde, on la porte et c'est pas toujours facile. Ensuite, c'est de prendre conscience que il y a des risques qui peuvent être lourds pour une démocratie. C'est peut-être ça aussi, de penser que l'explication rationnelle, que le débat argumenté, qui était pour moi ma vocation politique, trouve moins de place et qu'on va être davantage touché par la fantaisie, un réseau social, peut-être même une caricature. Donc je crois que là, il y a peut-être cette double gravité
parce que le monde est lourd de tensions. Et moi, j'en ai été à la fois le témoin et l'acteur, notamment à travers le terrorisme ou des conflits internationaux, et que la démocratie est en danger. Elle l'est vraiment. Elle ne l'est pas simplement parce qu'il y a des forces extrémistes, mais parce que les démocrates ne sont pas à la hauteur du défi qu'ils rencontrent. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mathieu Sapin, merci. Merci.